Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure d'ouvrir notre page économique avec notre invitée Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure associée chez Neoma Business School, spécialiste des questions monétaires, des questions des banques et des questions des crypto-monnaies également. Aujourd'hui avec vous, on va parler essentiellement macroéconomie principalement et notamment parce qu'en début de semaine, les chiffres de l'inflation américaine sont tombés. Elle est ressortie moins modérée qu'attendu. Mais est-ce qu'il n'est pas encore un peu tôt pour écarter définitivement les effets des hausses de tarifs douaniers sur l'économie américaine? Oui, de toute façon, il est un petit peu tôt puisqu'on est dans les premières négociations. Enfin, on voit bien que les négociations vont et viennent, hein, puisque de tarifs très élevés, on va passer à des tarifs finalement moins élevés qu'on ne le pense à la fin. Donc, il y a cet effet. Je pense qu'il y avait une petite crainte sur une accélération, en tout cas un maintien du rythme de l'augmentation des prix à un niveau plus élevé en raison de l'anticipation de beaucoup de dépenses en vue de ces tarifs. Donc, je pense que effectivement, ça a été une surprise parce qu'on pensait qu'à la fois du côté des entreprises qui avaient anticipé des achats, voilà, et des ménages, on s'est dit peut-être que ça va entretenir la baisse des prix. Bon, je pense que le contexte aussi de certains prix de matières premières a aidé en fait à ce que le pétrole notamment, voilà, que les prix ne montent pas. Et puis il faut pas non plus voir un lien aussi direct. Enfin, tout ça prend du temps. C'est ça. Tant que les chaînes de production ne sont pas bloquées, parce qu'il faut pas oublier aujourd'hui, c'est un élément très important dans la compréhension de l'inflation, c'est que surtout l'inflation telle qu'elle est définie par l'indice des prix à la consommation. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, grâce à la globalisation, qui n'est toujours pas compromise complètement, en tout cas pas aujourd'hui, ben voilà, elle assure ce qu'on appelle une fluidité, une élasticité en fait de l'offre qui est relativement élevée, puisqu'en fait on peut acheter à peu près n'importe quoi, n'importe où. Donc tant qu'effectivement c'est pas complètement bloqué et remis en cause par les tarifs, on aura du mal à voir tout de suite. De toute façon, ça ne va pas se traduire tout de suite. Parce que vous vous rappelez que même si on remonte au Covid avec la désorganisation des chaînes de production, vous vous rappelez que ça a mis du temps, puisque c'est 2022 le pic. On lit, je coupe des lignes, on lit un peu partout, on commence à lire un peu partout que justement les ports sont saturés, que les tanks, les supercargos attendent. Là, c'est des signes avant. D'ailleurs, en fait, il aurait fallu. Exactement, c'est des signes avant-gardistes. Il aurait fallu regarder aussi un peu plus du côté des prix à la production pour voir en fait ce qui se passe, puisque c'est les prix à la production qui sont des indicateurs avancés. Mais c'est vrai que bon, il n'y a pas de menace là maintenant, mais en effet, on s'attend que ce soit plutôt à la hausse dans les quelques mois à venir, selon les accords conclus. Évidemment. Selon les accords conclus. Alors, j'ai lu ça hier, le tarif douanier actuellement en vigueur sur les produits chinois qui rentrent aux États-Unis, c'est 39%. Du coup, et si on prend en compte ceux précédents aussi, hein, donc on est là aujourd'hui à 39%, on est loin des 145 annoncés. Donc vous nous dites, Nathalie, qu'il y a des forces déflationnistes qui sont solidement ancrées aux États-Unis en ce moment. En tout cas, des forces qui sont similaires à ce qui se passe en Europe. À celles qui sont similaires à celles. Est-ce que elles peuvent pas compenser en partie ce choc tarifaire, le choc tarifaire actuel? Et auquel cas, c'est là où est ma question. Est-ce que la Fed devrait pas reprendre son assouplissement monétaire et plus vite que ce qu'elle... Alors là, c'est une question effectivement qui n'est pas aisée à trancher, puisqu'effectivement la Fed va se retrouver dans une situation, enfin en tout cas ce dont elle a peur aujourd'hui, c'est de se retrouver à la fois avec une inflation qui monte au fur et à mesure des mois, donc au fur et à mesure que ces tarifs douaniers se reflètent éventuellement dans les prix, mais avec une économie qui se dégrade, puisqu'effectivement les résultats du premier trimestre ont été relativement ont surpris par le ralentissement soudain de l'activité économique. Et donc, ce serait une information qui plaiderait en faveur d'une baisse des taux d'intérêt. Or, effectivement, Powell craint vraiment qu'en fait, en même temps, il y ait une augmentation du chômage et que par conséquent, une augmentation de l'inflation, et que par conséquent, il ne puisse pas en fait baisser ses taux d'intérêt. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu. Donc il s'exprimera ce soir, enfin cet après-midi, Jérôme Powell. Donc ce sera à suivre après. Bon, comme souvent probablement, qu'il ne nous dira pas grand-chose. Non, parce que là, pour le moment, effectivement, les tendances montrent toujours que on estime que ces premières actions seront en septembre, puisqu'effectivement, comme on l'a dit précédemment, il faut laisser du temps
pour que l'impact des tarifs, des nouveaux tarifs, en fait, se reflète éventuellement dans les prix ou pas. Sachant qu'en plus, c'est une trêve de 90 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois et demi? On n'en sait strictement rien, quoi. Donc, effectivement, tout ça, donc beaucoup d'incertitudes. Donc, la Fed devrait maintenir son statu quo à l'issue de sa prochaine réunion, quoi qu'il arrive, en tout cas. Pour le moment, on a plutôt les opinions sont plutôt en faveur de ça, d'autant plus qu'il a un match à jouer avec, je pense, le président Trump, où en fait, il veut en effet montrer qu'il n'est pas à sa botte, ni à ses ordres. Donc, il va encore plus se reposer sur l'avis, comme il fait de toute façon d'habitude, du comité qui prend cette décision, le FOMC, et il va bien montrer que leurs discussions ne prennent pas en compte les pressions de la Maison-Blanche, mais prennent en compte les données économiques. Alors, bon, ceci étant, on peut aussi reprocher des choses à la Fed. Vous savez qu'on a beaucoup reproché le fait qu'il y ait des retards dans les prises de décision. Donc c'est vrai que Donald Trump, de ce côté-là, même si sans vouloir effectivement appuyer ses propos, mais on se rend bien compte que chez les banques centrales, on a un problème de prise de décision par rapport aux données, c'est-à-dire qu'elles sont très données dependent, comme elles aiment le dire, mais en même temps, elles ont une prise de décision parfois qui n'est pas optimale. On l'a vu en 2022. Elle est en retard, c'est ça, les prises de décision en 2022, ils étaient en retard. C'est-à-dire que sur cette fameuse inflation transitoire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des experts qui disaient, mais bon, il y a des pressions, ça fait longtemps que la production augmente, il y a quand même quelque chose qui se trame et ils n'ont pas voulu le faire. Donc, en effet, ici, on se demande si, de la même façon, eh bien, Powell ne va pas. Et c'est le point sur lequel, en fait, Donald Trump appuie, en permanence. Et on ne pourrait pas supposer... Alors, donc, le sujet, là, actuellement, est donc l'indépendance, la nécessaire indépendance, de toute façon, de la Réserve fédérale américaine face au pouvoir exécutif américain. On ne peut pas supposer qu'ils travaillent, finalement, un peu main dans la main, Powell et Trump, dans la mesure où... Powell a la main sur les taux à court terme, sur le 2 ans notamment, qui est l'indice de référence court terme, et Trump sur le 10 ans, puisqu'on voit que finalement, et c'était son, je sais plus quel adulte dans la salle expliquait que justement, Trump faisait tout, Trump avait laisserait, c'était de la posture pure, et que justement, il allait laisser Powell tranquille, même s'il l'attaque régulièrement, mais que voilà, ils étaient en train de travailler de concert, et que les taux actuels, court et long terme, reflétaient ce que les deux souhaitent pour l'économie américaine. Oui, alors, sauf à part qu'effectivement, à un moment donné, quand même, Trump est revenu sur sa stratégie, en tout cas en matière d'agressivité, puisqu'il a bien vu que sur les obligations, et notamment, pas seulement le 2 ans, mais le 10 ans, l'obligation américaine n'était plus le placement préféré. En tout cas, à un moment donné, il y a eu un moment de tension sur les taux. Exactement. Ils lui ont montré qu'il compromettait, en fait, la confiance qu'on avait dans les institutions américaines. Donc, il faut quand même aussi qu'ils prennent en compte le fait qu'il peut jouer avec le feu et ça peut avoir des conséquences. Alors, c'est vrai qu'il a quand même un peu de marge parce que à l'issue de cet épisode, beaucoup ont voulu voir peut-être une remise en cause de l'hégémonie du dollar. Bon, faut aussi un peu se calmer. Ouais, d'accord. On est quand même un peu moins. Mais il y a un mouvement pareil, c'est comme cette démondialisation d'une scène. Oui, néanmoins, il faut quand même prendre en compte le fait que le marché financier par excellence international, c'est le marché américain, et qu'avant qu'on le remplace, c'est-à-dire qu'on remplace ses fonctions, il faudra un peu de temps, et surtout en fait, c'est surtout ça qui manque à l'appel. C'est-à-dire que c'est pas la Chine. La Chine n'a aucune prétention à développer son marché financier. C'est quelque chose, marché financier, c'est pas quelque chose qui l'attire beaucoup. Elle est plutôt très méfiante des marchés financiers. Le gouvernement chinois n'aime pas beaucoup la finance de marché. Donc, c'est pas les Chinois qui prendront le relais. Et en Europe, vous savez qu'on a toujours ce fameux problème d'uniformisation de notre marché des capitaux, qui est toujours relativement fragmenté, et que c'est pareil, c'est pas demain la veille qu'on aura un équivalent. C'est-à-dire, si vous voulez, il faudrait un bon du trésor américain équivalent européen pour que, en fait, il substitue l'actif sans risque de référence, comme sur le 10 ans américain. Donc, en fait, on est loin de tout ça. Et on est loin de tout ça. Donc, ça veut dire que le niveau actuel sur les taux américains, qui en fait se sont légèrement détendus après cette publication sur le CPI, mais qui sont repartis encore hier à la hausse, ça veut dire qu'en fait, c'est plus les craintes à l'endroit de l'évolution de la croissance américaine plutôt que sur cette
fameuse dédollarisation de l'économie mondiale. En fait. Oui, je pense que c'est un mouvement salutaire parce que ça a rappelé à Trump qu'après tout, les marchés aussi ont leur mot à dire. C'est-à-dire qu'au-delà de ces gesticulations politiques, les marchés, eux, comparent, évaluent et qu'ils lui ont fait bien comprendre que s'il cumulait des mauvaises décisions, il allait peut-être se retrouver dans une situation assez inextricable. Et on sait qu'aux États-Unis, le marché financier a un impact. Au-delà de la pure finance, il ne faut pas oublier que comme c'est quand même l'épargne retraite de la plupart des Américains, alors effectivement pas des plus pauvres, parce qu'en général, eux ont peu d'argent placé sur le marché, mais quand même, voilà, dès les Américains relativement modestes, la classe moyenne américaine, ils sont tous exposés au marché. Donc si vous voulez, forcément, la réaction est importante et la pression est importante. Alors, on va basculer sur le thème guerre commerciale, guerre tarifaire. Moi, néophyte, vous, professionnel de l'économie, Nathalie, je viens de comprendre, vous le savez depuis toujours, depuis très longtemps, que cette guerre commerciale a probablement pour but pour les États-Unis de transformer le modèle économique chinois, de le faire passer d'un modèle mercantiliste à un modèle tourné vers la consommation intérieure. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les États-Unis ont la capacité avec cette guerre commerciale, d'influencer, d'avoir cette influence sur le modèle économique chinois, alors que Pékin a la mainmise totale sur son économie et qu'en plus, Pékin fait face à une crise immobilière sans précédent et du coup un ralentissement structurel de sa croissance? Est-ce que les États-Unis ont le pouvoir de changer le modèle économique mercantiliste chinois? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le pouvoir jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on regarde les analyses et les décisions de politique économique de Xi Jinping depuis 2 ans, il est, je me rappelle très bien qu'en 2023, au mois de septembre, en début d'année, de retour de vacances, il y a en général une grande rassemblement du parti politique, et il avait réitéré le fait qu'il ne souhaitait pas adopter le modèle social à l'européenne, où en fait il allait davantage développer l'État-providence pour faire en sorte que les ménages chinois épargnent moins, ce qui est effectivement une des caractéristiques du modèle chinois. C'est que vous avez un taux de consommation qui est faible par rapport. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée, les États-Unis ont plutôt au-delà de 70% au niveau de la consommation. En Europe, on est entre 50 et 60. Et puis, la Chine, on est plutôt à 40. Et puis là, maintenant, on est repassé en dessous. Donc, c'était plutôt... Ça n'a jamais été des niveaux même au plus fort. Même avant la crise immobilière. Oui, c'était... Je crois qu'on a dû surfer avec un peu plus de 40%. Mais voilà. Donc, en effet, on a ce modèle qui repose sur une forte épargne. Cette forte épargne, effectivement, s'explique par l'absence, en fait, d'amortisseurs sociaux, tout simplement. C'est-à-dire que les Chinois prennent en charge les études des enfants, leur retraite, la prise en charge des parents qui vieillissent. Enfin, bon, tout ça, c'est à charge. Ça a un coût. Donc, forcément, c'est un modèle différent. Et en effet, avait été posée la question à un moment donné, effectivement, au Parti communiste de savoir ce qu'ils voulaient pour le futur, puisqu'ils étaient en panne de croissance, très clairement, à la suite de la crise immobilière. Et donc là, on voit qu'il y a un glissement, parce qu'il y a eu des mises en place de programmes. Même dernièrement, il a aussi tendu la main pour faire... en tout cas fournir des allocations en fait presque sociales pour des jeunes, justement, pour aider à la consommation. Pour aider à la consommation, donc, est-ce que effectivement c'est vraiment la guerre commerciale ou est-ce que c'est la combinaison, sans doute la combinaison des deux? En tout cas, on voit que le pouvoir chinois commence, en tout cas, n'est plus aussi arc-bouté sur cette position. Et c'est certain. Et ça, c'est assez certain. Nathalie, autre chose, toujours sur la Chine, est-ce que la désescalade de cette guerre tarifaire pourrait finalement inciter les autorités chinoises à stopper les différents plans de relance qu'ils avaient mis en place? Est-ce que
comme certains disent, 2025, il n'y aura plus de plan de relance pour la Chine en 2025. Non, je pense, honnêtement, ils vont continuer à soutenir leur économie. La Chine n'était pas dans un super état économique. Enfin, sa situation économique était quand même dans un certain marasme. C'est une question qui tournait déjà en 2024-2025. Voilà, quand on regarde un petit peu dans ce qu'on peut avoir, en tout cas à travers la lecture de la presse, on voit bien que c'était une réflexion. La demande était en panne. Enfin, il y a quand même un problème de croissance en fait en Chine. Donc non, je pense que la discussion, enfin l'idée a été amorcée avant. Maintenant, effectivement, si l'autre pan est en panne, c'est-à-dire si effectivement les exportations se tarissent, forcément, on voit bien qu'il y a un sérieux sujet. Et l'activisme de Xi Jinping pour aller voir des voisins, faire des accords. Comme il a fait il y a quelques semaines en Asie du Sud-Est. Exactement. Et par exemple, il y a eu un accord, si je ne me trompe pas, là, très récent avec la Colombie. Donc on voit bien qu'ils sont dans cette démarche, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que leur salut passe aussi par les exportations. Pour favoriser en fait les accords de libre-échange, de les multiplier. Et on voit bien qu'il a pris cette posture. D'ailleurs, c'est d'ailleurs même drôle de voir la Chine plaider pour le multilatéralisme et le libre-échange, quand on sait qu'effectivement, ils ont une position quand même particulière dans le commerce international, parce qu'effectivement, ils prônent le libre-échange, mais ils ne sont pas en reste pour ne pas forcément toujours respecter le droit international. Ça, c'est sûr. Voilà. Il semblerait, en tout cas. Une dernière question, Nathalie, c'est un rapport qui est publié régulièrement, mais qui passe un peu sous les radars. C'est le rapport d'un think tank suédois, VDEM, qui explique que pour la première fois en 20 ans, le nombre d'autocraties a augmenté alors que celui des démocraties a diminué. Ce qui veut dire qu'en 2025, il y a plus de régimes autocratiques que de régimes démocratiques. Au-delà de l'aspect philosophique, social, etc., d'un point de vue économique, quelles sont les conséquences économique de cette montée en puissance, des modèles autocratiques sur les modèles économiques démocratiques? Alors, je prendrai quand même, je rentrerai par le prisme, en tout cas, peut-être pas de la philosophie, mais de la littérature. C'est très drôle parce que j'ai écouté le dernier podcast de Mario Vargas Llosa, qui est décédé il y a peu de temps. Il avait donné sur Radio France, et justement, il mentionnait la démocratie comme étant en fait plutôt une exception qu'une règle. En fait, il disait qu'en fait la démocratie, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, globalement, la société est plutôt violente et que les démocraties, c'est des aboutissements heureux, mais pas si fréquents. 30% de la population mondiale vit dans des régimes démocratiques. 30%. Exactement. Donc, en fait, vous voyez qu'en fait, finalement, on est peut-être en train de revenir sur une exception, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir sur une exception qu'on pensait en fait se développer, et finalement on revient vers un réflexe primaire de régime en fait plus autocratique, tout à fait. Et effectivement, on est vraiment en plein. D'ailleurs, il y a plein de débats là-dessus, sur effectivement, est-ce que la démocratie c'est une panacée, est-ce que c'est ce qu'il faut pour que en fait on continue à avoir des régimes de liberté économique, parce que le problème effectivement posé par les autocraties, c'est que la liberté économique effectivement est restreinte, parce que il y a eu aussi des cas comme le Chili, où en fait beaucoup a été discuté le fait qu'il y ait une liberté économique mais pas politique. Donc est-ce qu'effectivement c'est ce qu'on doit souhaiter? Bon, le problème c'est que j'ai quand même l'impression aujourd'hui que les régimes autocratiques ne sont pas non plus très libéraux sur le plan économique, et en fait portent plutôt le discours de la souveraineté, qui dans un monde global est un thème, en tout cas. Effectivement, la population semble être effrayée par cette globalisation et ce manque de contrôle sur notre quotidien ou sur notre vie, et donc donne leur voix à ces régimes autocratiques. Donc effectivement, se pose vraiment, est-ce que finalement la démocratie c'est le meilleur régime, parce que finalement elle porte en son sein sa fin elle-même, puisqu'à un moment donné
la population va voter pour des régimes qui ne sont plus démocratiques. Qui seront moins démocratiques. Voilà, donc c'est un petit peu le problème de la démocratie qui a de toute façon été débattu. Quoi qu'il arrive, c'est un peu c'est pour ça que certains disaient que les monarchies parlementaires étaient finalement peut-être le meilleur régime, parce qu'on a un espèce de monarque éclairé qui va en fait garantir les libertés publiques et qui va être une espèce de garant comme le cas de l'Angleterre, où finalement on est quand même dans un pays où il y a une grande liberté, mais voilà, c'est des... Mais ça reste aussi, c'est parlementaire, il y a un parlement qui est indépendant. Et donc c'est pas la première fois qu'on questionne ce problème, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, si on veut préserver la liberté économique, on se demande si effectivement la démocratie, c'est finalement le meilleur régime pour le garantir dans le long terme. Et donc l'impact de cet effet ciseau, donc plus d'autocratie que de démocratie, sur les modèles économiques, en fait, c'est déjà le cas depuis un certain temps. Mais c'est renforcé, et vous avez raison, ça s'inscrit. Du coup, ça renforce la question de la déglobalisation. Puisque, effectivement, tous ces régimes-là souhaitent ce que Trump est en train de faire, quelque part. Même si je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils veulent tous être mercantilistes, c'est-à-dire qu'ils veulent tous exporter mais pas importer. Voilà. Exactement. Donc c'est pas possible. Et donc ça veut dire, et si on en vient à un point purement finance de marché, investissement, finalement il n'y a pas de raison d'adapter sa stratégie d'investissement à long terme à cette information. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, dans cette augmentation des autocraties, contrairement à avant, en fait, finalement, il n'y a pas tant que ça de fermeture aux capitaux pour le moment. C'est-à-dire que... C'est tout le paradoxe, justement. Oui. C'est-à-dire qu'on voit que les pays fermes contrôlent les capitaux, bon, à part la Chine qui les ont toujours contrôlés, lorsque ils ont des problèmes monétaires. C'est-à-dire que, voilà, c'est souvent, si vous prenez, c'est le Venezuela, l'Argentine est revenue dessus, mais très récemment, mais a beaucoup pratiqué le contrôle d'échange. Donc souvent, on voit que le contrôle d'échange est quand même associé à des problèmes monétaires importants, mais ils ne sont pas forcément directement liés à l'autocratie. Ok, clair. Écoutez, merci Nathalie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Janson, vous êtes professeure associée d'économie à Neoma Business School et spécialiste des questions monétaires, des questions sur les banques, sur le système bancaire et des cryptos également. À bientôt Nathalie, bonne fin de journée. Je vous en prie, nous on marque une courte page de publicité. On retrouve les Market Movers de Marc Raffard dans un instant. À tout de suite.